Bonsoir, nous sommes le vendredi 7 novembre 2014 et je vais vous parler du livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, du prophète Ézéchiel. C'est un ouvrage qui, sur le plan de l'astrologie et de la psychologie, est extrêmement intéressant. Et donc c'est une clé fondamentale de l'astrologie. D'une part, au chapitre 10, Ézéchiel nous parle de ces quatre êtres vivants, ces quatre personnages qui ont joué un rôle si important au niveau du symbolisme, que sont le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. Je vais remarquer d'ailleurs, donc c'est pour l'astrologie en 76, qu'il y avait Adam et Arié, l'homme et le lion qui commençaient par un aleph, et Shor et Nécher, qui comportaient tous les deux, Shor le taureau et Nécher l'aigle, qui comportaient tous les deux le shin. Et ces quatre personnages qu'on retrouve notamment dans le tarot, la carte, l'arcane du monde, la carte 21, qu'on retrouve associée aux quatre évangélistes, qui sont également les composantes de certains types de sphinx, qui sont aussi liés aux quatre constellations comportant une étoile fixe royale, avec la particularité effectivement du fait que l'aigle ne fait pas c'est la constellation du scorpion. Là, il y a des choses qui sont un peu compliquées, dont traite d'ailleurs Alexandre Volgin dans son ouvrage La symbolique de l'aigle. C'est certain que l'aigle a disparu du zodiaque, alors que c'est un élément absolument essentiel. Il n'y a pas d'oiseau dans le zodiaque occidental. Tout comme le porc aussi a disparu du zodiaque. PORC, le cochon. Alors qu'on le retrouve dans le zodiaque chinois, par exemple, sous la forme du sanglier. Moi-même, je suis dans le zodiaque chinois, né sous le signe du cochon. Et donc, cette division en quatre est une sorte de zodiaque, de zodiaque à quatre facteurs, et qu'on retrouve dans le zodiaque à 12 facteurs, sous la forme de quatre signes fixes qui forment un carré, en quelque sorte, à eux quatre. Et comme j'ai expliqué dans un précédent cours, les quatre signes fixes ont été rajoutés aux 8 signes cardinaux et immutables, et on les a mis au milieu, ce qui fait que le zodiaque est quelque chose d'hybride. Un peu comme les drapeaux. J'ai écouté ce matin sur France Culture une émission sur l'Allemagne et on parlait des drapeaux. Et le drapeau français aussi est pareil. Ce sont les couleurs des drapeaux renvoient chacun à une catégorie différente. L'un, le noir à l'église, le rouge au peuple, etc. Et le blanc à la royauté. Le blanc du blanc rouge, c'est la royauté. Je pense bien que ce drapeau a été élaboré alors qu'on avait encore la royauté. Et chez les Allemands, c'est le noir, jaune, rouge. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une façon de dire que ce genre de structure, le zodiaque, les drapeaux, tout ça, ce sont des ensembles de données qui sont des compromis, qui sont des patchwork, et qui ne constituent pas forcément un ensemble parfaitement homogène et surtout un processus fluide dans sa continuité. Et puis alors il y a un autre chapitre qui me paraît extrêmement important, c'est le chapitre 4, toujours du livre d'Ézéchiel,
au paragraphe 6, où il est dit quand tu les auras accomplis, voilà, tu porteras le péché de la maison de Juda pendant 40 jours, c'est jour pour année que je te l'impose. Alors, cette problématique jour pour année est extrêmement intéressante. Parce que c'est exactement celle qui relie la Lune et Saturne. Les 28 jours de la Lune correspondraient aux 28 ans de Saturne. Et donc les 7 jours de la Lune aux 7 ans de Saturne, si on divise par 4. Donc là, nous avons une clé essentielle d'une proto-astrologie qui est articulée sur Saturne dans sa dialectique avec la Lune, 40 jours, 40 ans, sur les 4, ce qu'on appelle le tétramorphe, les 4 animaux qui divisent justement la course de la Lune et la course de Saturne, surtout en 4. La course de la Lune étant subdivisée elle-même par les rencontres avec le Soleil, et dans le cas de Saturne, les rencontres se font avec les 4 étoiles fixes royales, et qui correspondent aux 4 animaux, ou chayot, êtres vivants, de la vision d'Ézéchiel. On appelle ça la vision d'Ézéchiel. C'est aussi ce qu'on appelle la vision du chariot, le Maasé à Merkaba, qui vient équilibrer le Maasé Bereshit. Le Maasé Bereshit, c'est le récit de la création, et le Maasé Merkaba, c'est le récit de la révélation, si on peut dire, qui vient dans un deuxième temps. Et l'astrologie appartient à ce deuxième temps, celui de la Merkaba, celui du chariot, qui est d'ailleurs une des cartes du tarot de Marseille. Avec un personnage comme ça qui est tiré par des chevaux. Donc, à partir de ces 2 chapitres, le 4e et le 10e, nous accédons à une astrologie primordiale, en quelque sorte. Qui est déjà en diachronie. C'est-à-dire que nous avons là 3 entités différentes. Nous avons les étoiles fixes, la Lune et Saturne, le jour et la nuit. Et c'est ce triptyque qui nous intéresse en astrologie, primordial, originel. La Lune est matricielle par rapport à Saturne. C'est-à-dire que Saturne est choisi parce qu'il ressemble à la Lune, parce qu'il a cette dialectique du jour-année qui le relie à la Lune. Les 4 animaux sont eux-mêmes associés à une division en 4 du cycle saturnien. Et ils correspondent donc aux 4 étoiles fixes royales. Donc on a 4 étoiles fixes royales, la Lune, Saturne. Et là, on a tout le jeu de l'astrologie primordiale. C'est cette astrologie-là première qui est la base, à mon avis, du livre d'Ézéchiel. Parce que, pourquoi s'intéresserait-on à... Pourquoi dirait-il ces jours pour année
si ce n'était pas un clin d'œil à la dialectique Lune-Saturne. Les étoiles fixes royales ont été choisies parce qu'elles correspondaient aux 4 qui permettaient de diviser le cycle solaire lunaire en 4 semaines. Et on sait que ça a été une approximation. Ces 4 étoiles fixes royales ne divisent pas de manière absolument rigide la course en 4, parce qu'elles ne forment pas un véritable carré, mais elles s'en rapprochent. C'est une construction purement astrologique, ça n'a rien à voir avec l'astronomie, les 4 étoiles fixes royales. C'est une vision de l'esprit astrologique. Mais c'est une vision qu'on peut voir, justement. Et Saturne est l'octave supérieure, comme dirait Barbeau en parlant d'autre chose, l'octave supérieure de la Lune. Et donc, Barbeau, il parle dit qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure et Neptune l'octave supérieure de Vénus. Mais ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Mais en revanche, c'est ce passage du jour à l'année qu'on retrouve d'ailleurs dans l'astrologie des directions secondaires, qui a également conservé cette idée-là. C'est-à-dire que l'on prend le thème astral, et pour savoir où en seront les astres dans 10 ans, autrefois l'observation du ciel était très compliquée, donc on avait une sorte d'expédients pour faire avancer les planètes selon des cycles qui n'ont rien à voir avec la réalité astronomique, faut-il le préciser. Eh bien, on a ces directions secondaires, on fait avancer, on regarde où se trouvent les planètes 10 jours après la naissance, et on considérera que la structure du thème tel qu'il apparaît, tel qu'on peut le dresser 10 jours après la naissance, nous parlera de la situation de la personne 10 ans, à l'âge de 10 ans. Et bien entendu, on peut faire 30 ans après la naissance pour savoir ce qu'il en sera à l'âge de 30 ans. Vous voyez donc que l'astrologie a gardé cette idée, et même chez Rudyard, même chez l'astrologue franco-américain Dan Rudyard, alias Daniel Chenevière, on a cette idée aussi, qui est récurrente, de la dialectique Lune-Saturne. Parce qu'il a un mode de fonctionnement qui fait que le cycle global de la lunaison est de 30 ans. Et 30 ans, c'est l'équivalent de 30 jours pour la Lune. Voilà. Donc quand on me demande d'où je sors ma théorie sur Saturne et sur la division en 4 du cycle de Saturne, eh bien, il faut lire Ézéchiel pour comprendre d'où ça sort. Alors, je terminerai. J'avais fait d'ailleurs un clin d'œil, puisqu'en 1979, j'avais déjà publié Aquarius sous la neige de l'ère du Verseau, et j'avais choisi l'illustration de mon ouvrage, qui est un collectif en fait. J'avais choisi une iconographie où on voit le sphinx à la fois avec des ailes d'aigle, une tête d'homme, humaine en tout cas, un corps de taureau et des pattes de lion, si je me trompe. Donc ça, c'était déjà quand même il y a pas mal de temps. On le reproduisait ici aussi. Voilà. C'est emprunté à Kircher. Le sphinx. Oedipe parlant au sphinx, évidemment. C'est moi qui ai introduit cette idée, ça. Cet ouvrage. Et donc, si vous voulez, nous avons dans Ézéchiel toute la clé du système. Chapitre 4, chapitre 10. On retrouve d'ailleurs les animaux du chapitre 4 plus ou moins
dans l'évangile de Saint Jean, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ce qu'il faut dire à ce sujet, j'en ai déjà parlé, mais bon, on parle encore un petit peu, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de lire, d'écouter toutes les vidéos ou de lire tous les articles, donc il vaut mieux parfois se répéter. Apparemment, l'aigle correspondrait au printemps et le taureau à l'automne. C'est d'ailleurs l'inverse de la situation dans le zodiaque actuel. Parce que il s'est passé un petit problème qui est lié à la pression des équinoxes. Vous savez que c'était un des grands arguments contre l'astrologie, dès la fin du XVIIe siècle notamment, dans la logique de Nicole. Savoir que le zodiaque a été établi à une certaine époque pour correspondre à un certain nombre à une certaine situation, et qu'ensuite la pression des équinoxes a perturbé le système. Mais il ne croyait pas si bien dire, parce que le vrai problème, c'est que on a franchi la moitié d'un cycle précessionnel de 25 000 ans, et qu'en réalité, cette inversion, qui à mon avis est évidente entre le taureau et l'aigle, sur le plan symbolique, cette inversion signifie qu'on a eu un décalage de 6 000 ans, excusez du peu. Et je retrouve là les travaux autour du zodiaque de Dendera, etc., de datation du zodiaque. Apparemment, quand le zodiaque a été instauré, on ne connaissait pas la présence des équinoxes, et on avait effectivement associé l'aigle au printemps, et parce que la constellation de l'aigle, on l'a quand même nommée. Elle ne porte pas ce nom-là d'elle-même. Donc on a quand même dit, voilà, ça sera la constellation de l'aigle, ça sera la constellation du taureau. Elles n'existent pas par elles-mêmes, elles existent par elles-mêmes, mais le nom qu'elles reçoivent est totalement arbitraire. Donc on décide d'appeler constellation de l'aigle une constellation qui correspond à un moment donné au printemps. Et on décide d'appeler constellation du taureau une constellation qui, à un moment donné, au même moment, correspond à l'automne. On a d'ailleurs dans la tradition juive cette dialectique aussi qui existe, puisque on a à la fois la Pâque qui correspond au printemps, Pessah, et à l'autre bout, on a en septembre Rosh Hashanah, Kippour, qui correspondent à l'automne. Là, il y a aussi une sorte de basculement qui est intéressant, qui nous dit toute une histoire, qui nous raconte tout un processus, tout un renversement. Pourquoi cet axe? Pourquoi dire que le taureau est un animal automnal? Alors, les astrologues qui ont appris depuis des générations que le taureau c'était un animal de printemps, ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Mais en réalité, quand on y réfléchit bien, le taureau est sacrifié, le taureau est immolé, à l'instar d'ailleurs du porc. Ce sont des animaux qui sont abattus à l'automne. Et inversement, l'aigle, on pourrait l'appeler l'aigle, on pourrait l'appeler tout autre de différents noms, d'autres oiseaux, le vautour, l'épervier, ce qu'on voudra. Et le faucon. Et l'aigle, il représente justement l'envol, le départ des choses. L'hirondelle ne fait pas le printemps, comme on dit, donc c'est-à-dire que c'est les oiseaux qui annoncent le printemps.